La Perruche, qui sera joué ce dimanche 11 novembre à 17h au Théâtre Barrière d'Angalais-Bains avec Ariel Mallet et Barbara Schulz. Pour gagner vos places de théâtre, il suffit tout simplement de répondre à cette question. Combien de fois siffle le train dans le fameux western avec Gary Cooper? Combien de fois siffle le train dans le fameux western avec Gary Cooper? 01 34 12 12 22, 01 34 12 12 22. Et à vous vos deux places pour découvrir la pièce de théâtre La Perruche, dimanche prochain au Théâtre Barrière d'Angalais-Bains. 8h59, retrouvons maintenant l'horoscope, une nouvelle, et pour la dernière fois, deuxième session de rattrapage avec Angélique. Bonjour. No stress. Je stresse pas. Il y a encore quelque chose qui a passé. Alors, quand vous voulez parler, vous mettez bien le micro devant votre bouche parce que la pointe, voilà. C'est surtout pour les femmes qui ont des petites voix. Bon. Il nous reste encore 5 minutes. Ah non, quel débat. 3 minutes et demie. Oui, il y a les infos encore. Oui. Qui fait les infos? C'est enregistré? C'est moi qui les fais. D'accord. Alors moi j'ai juste, je vous ai pas dit, j'ai juste 3 petites infos et puis le sport avant le débat. J'ai choisi, bien sûr, qu'est-ce que j'ai fait avec mes pages. Merci beaucoup Angélique, Voilà. vos horoscopes sont disponibles sur votre site angélique.fr. Très bonne journée, dans un instant la reprise du bar de l'économie sur la radio du bien-être présentée par Florence Sueur. Mais juste avant, un nouveau point sur l'actualité proche de chez vous. Je vais prendre votre numéro de téléphone. Alors quand le on-air ici là est rouge, c'est qu'on est en direct à l'antenne. Quand il est gris, on est en studio. Philippe, il faut un petit peu écouter les musiques parce Vous que... nous appelez d'où du Val d'Oise? Comme d'habitude, il D'où faut les caler certaines. Vous nous appelez d'où du Val d'Oise, s'il vous plaît? Bon, bah, si on a largement le temps parce qu'on va pas passer beaucoup. Ça marche. On va Je pas vous passer rappelle beaucoup tout de à l'heure. musique. Hein. À tout à l'heure. On va pas en passer beaucoup. IDFM Radio Anguin, bonjour. Ça y est, c'est fini. Oui, oui, ça y est. C'est pas grave. Bonne journée, Maria. Trop tard. Trop tard, c'est gagné. Non. Non, non, allez-y, je vous écoute. Parce que Christophe fait un jeu dans son émission et donc les auditeurs appellent pour gagner. C'est dur. en plus. J'ai pas compris. Il y a des fois, c'est très dur. Alors là, c'était balèze. C'est du pas, j'ai pas entendu, c'était quoi? Combien de fois le train siffle dans. Mais c'était quand ça? 3 fois. Bah oui, bien sûr. C'est pas trop dur ça. Ah, Bah non, oui, d'accord. je sais bien. Non, mais des fois, c'est très dur. Oui. Pour une soirée fantastique, je m'en souviens. Après, je dirais ça dépend des âges. Oui, le train siffle 23 fois, ouais, c'est vrai, c'est un peu générationnel. Bon, alors. Bon, bah, c'est très gentil. Merci beaucoup, Maria. Très bonne journée. À bientôt. Au revoir. Alors, quand je vais donc vous introduire l'émission et donc vous introduire tous et vous présenter, je vous dis bonjour. Bien sûr, vous pouvez me répondre bonjour, les auditeurs, bonjour ce que vous voulez. Oui. Le 5-10, c'est Aznavour, c'est ça? Non, on est en 11. On est le 11. On est le 5. On est en novembre. Oui. On est le 5 novembre. Il faut ouvrir le dossier du 5 novembre. 5-11, oh là là, ça y est, moi je suis en retard. Ça se voit Bon, pas. ça va, il n'y a pas que moi qui suis enrhumé du cerveau. Comment? Il n'y a pas que moi qui suis enrhumé du cerveau. Ouais. Alors là, on n'entend pas parce qu'il a enregistré ses infos. Saint-Vitz, il y a quelques jours, le nouvel espace culturel.
culturelle de la commune était primée lors du 2e palmarès de la construction durable en Val d'Oise. J'ai triché, j'ai enregistré. Bah, c'est bien de temps en temps. En janvier 2017 a ainsi reçu le premier prix pour la construction durable dans la catégorie équipement public, une décision qui fait suite à la visite du jury le 2 juillet dernier. Elle s'impatiente dehors. Consommation de plus de 1100 mètres carrés avec plusieurs Elle s'impatiente. Je lui ai dit 2 minutes. entièrement équipée de 192 places assises, l'école de musique de la Non. C'était votre flash vadoisien sur IDFM Radio Anguin. Merci et je vous retrouve tout à l'heure à 12h10 pour un nouveau point sur l'actualité proche de chez vous. La musique, elle arrive dans un instant avec le bar de l'économie présenté par Florence Sueur. Puis la réponse à la question combien de fois dans le fameux western avec Gary Cooper, combien de fois le train a sifflé? C'est 3 fois et bravo à Chantal de Franconville. Elle repart avec ses places pour la pièce La Perruche qui aura lieu dimanche prochain au théâtre Barrière d'Anguin-les-Bains. Bonne journée, voici le bar de l'économie avec Florence. Je t'avais dit de ne pas stresser, pas paniquer, tu m'as enlevé même mes trucs. J'avais une virgule là, c'est pas grave. Bon, ça fait rien. Je casse en fait mon flash avec un jingle et après je reprends. Bon, il y a des jours comme ça. Bravo. Allez, bonne émission, amusez-vous bien. À plus tard. Bon, allez, zou, c'est parti. On y va. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Toute l'équipe du bar de l'économie est ravie de vous retrouver pour vous accompagner sur de nouveau 90 minutes d'information. Et oui, c'est la rentrée scolaire et donc nous, on est tous de retour. Et ce matin, nous allons surfer sur la musique de l'intelligence artificielle, des nouveaux métiers, d'une nouvelle manière peut-être de voir l'économie, de voir notre manière de travailler. Et oui, nous sommes revenus au 19e, début 20e siècle. Souvenez-vous quand les ouvriers du secteur textile détruisaient leur métier à tisser par peur que la machine ne les remplace. Aujourd'hui, le débat sur l'impact de l'essor de l'intelligence artificielle sur l'emploi fait rage. D'un côté, les optimistes, indiquant que comme pour toutes les avancées technologiques passées, eh bien, l'IA va finalement créer de nouvelles opportunités d'emploi et de croissance. Et puis de l'autre, les pessimistes pour qui cette fois c'est différent. L'intelligence artificielle remplacera les bras, mais oui aussi, on dit, disent-ils, notre cerveau. Alors, sans bras ni cerveau, l'humanité serait-elle condamnée? Mais en fait, c'est quoi l'intelligence artificielle? Est-ce qu'on se fait peur? Peut-on s'en passer? Peut-on aller contre les innovations technologiques? Que demandent les entreprises en ce moment? Qu'est-ce qu'un data scientist, un des nouveaux métiers qu'apportent ces nouvelles technologies? Eh bien, pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir de recevoir Jean Spiry. Bonjour. Bonjour. Vous êtes adjoint maire de Courbevoie, conseiller régional d'Île-de-France avec Valérie Pécresse. Vous êtes aussi président du CRIPS Île-de-France qui œuvre à la santé des jeunes et lutte contre le sida. Mais vous êtes en charge de la stratégie chez OnePoint, une jolie entreprise qui en 15 ans est devenue un des leaders du marché en intelligence artificielle. Alors votre actualité chez OnePoint, c'est le rapprochement avec Weave, pionnier du conseil en stratégie augmentée, mixant design, thinking, data et technologie. OnePoint emploie 1850 collaborateurs, si mes chiffres sont bons. 2300 avec le rapprochement avec avec le rapprochement, merci. Et vous œuvrez partout dans le monde, donc Canada, Tunisie, Pays-Bas, Belgique, Luxembourg, Australie. On en saura plus tout à l'heure avec vous. À vos côtés, Fred Jacquet, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de marché chez Sage pour la nouvelle marque Sage 100% Cloud. Donc des solutions de gestion, que ce soit en CRM, en gestion commerciale, en gestion de production ou en comptabilité. Votre actualité, si je ne me trompe pas, c'est la version annoncée pour le mois de novembre qui intègre de l'intelligence artificielle. Alors vous nous expliquez qu'est-ce que ça va apporter en simplification, voire en automatisation des tâches dans la gestion d'une entreprise. À vos côtés également, Candice Lafosse, bonjour. Bonjour. Vous venez d'être nommée data scientist chez Data Valoris, une start-up, alors que vous êtes biologiste de formation et vous avez été programmeur SAS dans la recherche pendant 12 ans. Donc voilà, la biologie mène à tout. Data Valoris développe une propre technologie en intelligence artificielle et votre actualité du jour, c'est Crypto Valoris, une application
qui permet de prédire les cours de crypto-monnaie. Donc vous nous expliquerez tout ça tout à l'heure. À vos côtés également, Abelkrim Talaoui, bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur et le PDG d'Octopic, une agence de big data et de data science intervenant auprès de grands comptes sur différents marchés tels que la banque, l'assurance, les télécoms, le retail, le e-commerce, l'énergie, bref, les transports, enfin bon, plein de choses, l'automobile, le luxe. Avec vous, voilà, on va voyager dans toute l'économie. À vos côtés, Jacques Abdo, bonjour. Vous êtes data scientist, vous aussi. Vous avez monté votre propre entreprise en 2010, la société Team Unit IT. Alors vous parlez de qualité logicielle, vous nous expliquerez ce que ça veut dire, ce terme, et vous accompagnez vos clients en big data. Vous conduisez des modèles prédictifs, alors j'imagine que c'est ce qu'on appelle peut-être le machine learning, je ne sais pas. Tout à fait. Vous nous expliquerez tout à l'heure. Vous produisez des données sur la qualité du code source des applications pour identifier les risques métiers. Ça, c'est un petit peu complexe. Il faudra aussi nous expliquer. Et puis enfin, beaucoup d'invités, vous voyez aujourd'hui, à nos côtés, Michel Selem, bonjour. Bonjour. Vous avez fondé Comdis. Alors votre force, vous, c'est le côté commercial. Vous formez des commerciaux. Vous êtes aussi chef de projet dans le big data et l'intelligence artificielle parce que vous travaillez avec Jacques Abdo, entre autres. Voilà, mais tout de suite, eh bien sûr, des infos très rapidement. On va passer la parole à Bruno Vigoureux pour le débrief du sport. Bonjour Bruno. Bonjour Florence, bonjour à toutes et à tous. Il y avait du vent dans les voiles hier, ça sentait bon les embruns et le grand large. Le départ de la route du Rhum qui a été donné hier à Saint-Malo a été comme d'habitude un magnifique spectacle avec cette foule amassée tout le long de la côte pour saluer ces 123 marins qui fonçaient vers la Guadeloupe 6500 km plus loin. Et dire que dans une semaine, le ou la vainqueur aura déjà franchi la ligne d'arrivée à Pointe-à-Pitre. Mais d'ici là, les skippers vont devoir traverser l'océan et affronter des conditions difficiles. D'ailleurs, ce matin, à 5h30, Sébastien Josse, qui était en tête, a alerté son équipe à terre que son maxi Edmond de Rothschild avait subi une grosse avarie et son étrave tribord a été arrachée. C'est François Gabard sur Massif qui, du coup, est le nouveau leader. Si le Paris Saint-Germain fonce le vent dans le dos dans le championnat de France après sa solide victoire contre Lille vendredi 2-1 et compte désormais 11 points d'avance sur le deuxième, en revanche, il risque de rencontrer du gros temps demain en Coupe d'Europe avec un déplacement périlleux à Naples. Actuellement troisième de sa poule derrière Liverpool et les Italiens, Paris est quasiment obligé de s'imposer s'il veut continuer d'apercevoir la lumière des huitièmes de finale en février prochain, donc obligé de signer une énorme performance. En cas d'échec, le Paris-SG irait tout droit vers le plus gros accident industriel depuis l'arrivée des Qataris en 2011. Et le gros temps pourrait alors se transformer en une terrible tempête. En rugby, le Stade français, lui, a pris la grêle samedi lors de son déplacement à Lyon avec sa plus lourde défaite depuis le début de la saison, 41-6, circulé, il n'y a plus rien à voir. Rien de grave toutefois, car les Parisiens sont tout de même troisième du top 14, mais c'est le genre de claque qui pique quand même et qu'on n'aime pas trop recevoir. En revanche, pour le Racing 92, le club francilien, tout roule. Hier, il est allé s'imposer à Montpellier 27-13 et reste donc bien planté dans le haut du classement. Un mot de handball quand même pour signaler qu'en Ligue des Champions, le Paris-SG est la seule équipe invaincue dans cette compétition après sa victoire sur les Hongrois de Szeged 33-31 et les Parisiens vont donc se qualifier pour la suite de la compétition sans problème. Voilà, arrivé à ce stade de ma chronique, je me suis demandé si je continuais ou pas. C'est vrai, Florence, j'ai hésité. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? J'en parle ou j'en parle pas? Puis ce n'était pas possible de ne pas en dire un mot. Alors attention, Florence, je vais aborder un sujet sensible pour vous avec le tournoi de tennis de Bercy. Il était là pourtant. Qui? Votre idole. chouchou, bien sûr. Roger Federer avait décidé de participer à cette épreuve et il espérait remporter le 100e tournoi de sa flamboyante carrière. Et patatras, votre Roger a été battu en demi-finale samedi par Novak Djokovic, qui d'ailleurs ce matin est redevenu numéro 1 mondial. Si ça peut vous consoler, mais j'en suis pas sûr, Federer s'est incliné après un match magnifique de près de 3 heures, 6-7, 7-5, 6-7. Soyez donc rassurés, à 37 ans, votre Roger reste un extraordinaire champion. Pour info, c'est le jeune russe Karen Khachanov qui a remporté le tournoi en battant en 2-7 Djokovic, mais ça, je sais que ça ne vous consolera pas. Allez, au revoir et à très vite.
Et oui, merci beaucoup Bruno. Et oui, je vais essayer de me consoler toute la semaine. Et voilà, parce que Federer a perdu, c'est dommage. Mais bon, allez, d'autres infos pour aujourd'hui. Eh bien, c'est la facturation électronique, une nouvelle étape à partir du 1er janvier 2019. Donc, si vous êtes fournisseur du secteur public, c'est-à-dire État, collectivités locales, hôpitaux, établissements publics, etc., la transmission des factures sous forme dématérialisée devient obligatoire sur le portail Chorus Pro pour les petites et moyennes entreprises entre 10 à 250 salariés. Et l'obligation concernera les très petites entreprises, c'est-à-dire moins de 10 salariés, au 1er janvier 2020. Cette disposition s'applique déjà pour les plus grosses entreprises depuis 2018. Chorus Pro, c'est le nouveau portail public de l'État sur lequel transiteront donc progressivement l'ensemble des factures à destination du service public et de la totalité des administrations publiques utiliseront d'ailleurs ce portail également. Voilà, il permet de dématérialiser gratuitement toutes vos factures et pour en savoir plus, connectez-vous sur communauté-chorus-pro.finance au pluriel .gouv.fr. Ensuite, à en croire, deuxième info du jour, eh bien, à en croire l'annonce faite par Jeffrey Engler, le PDG de la compagnie aérienne EasyJet, les vols commerciaux en avion à propulsion électrique pourraient commencer dans moins de 10 ans, alors qu'ils étaient prévus pour 2030. EasyJet espère maintenant les mettre en place dès 2027. Un changement de calendrier possible grâce à Wright Electric, la société qui conçoit ces avions pour le compte d'EasyJet. Un petit avion à propulsion à 2 places a déjà pris les airs et les tests d'un aéronef à 9 places est prévu pour 2019. Voilà, Apple, au troisième info du jour, c'est Apple, 23% de bénéfices en 2018. Apple a donc décidé de ne plus révéler le nombre d'appareils vendus, que ce soit iPhone, iPad ou Mac, sur un trimestre, parce que ce qui compte, eh bien maintenant, ce n'est plus le nombre de ventes d'appareils, vous allez voir. En 2018, eh bien, ils terminent leur chiffre d'affaires de l'année au 30 septembre et ils annoncent 265,5 milliards de dollars, dont 59 milliards, 23% donc, de bénéfices. Eh bien, s'ils ont réalisé de telles performances, ce n'est pas au nombre d'appareils vendus. Certes, ils les vendent plus cher. Sur le dernier trimestre, par exemple, un iPhone s'est vendu en moyenne 693 € contre 540 un an plus tôt. Vous voyez l'énorme augmentation. Le vrai bénéfice d'Apple, ce sont les services. Eh bien, ce sont les locomotives de la machine Apple. C'est les e-services, c'est-à-dire c'est l'Apple Store, l'Apple Pay, iCloud et Apple Music. En effet, à chaque fois qu'un consommateur achète, eh bien, Apple prend une petite partie de l'abonnement de ses revenus et additionnés, ils ont représenté la bagatelle de 10 milliards de dollars au dernier trimestre, du jamais vu jusqu'à présent. N'oublions pas non plus qu'en 2017, les ventes de smartphones ont baissé dans le monde pour la première fois, car c'est suite à certaines difficultés économiques sur des grands marchés comme l'Inde, le Brésil, la Russie ou la Turquie qui empêchent de vendre plus en quantité d'iPhone. Mais en fait, ce qui augmente, ce sont les services. Voilà, c'est tout pour les infos du jour. On fait tout de suite une petite pause musicale avant de passer la parole à nos invités du jour pour notre débat sur l'intelligence artificielle. Vous n'avez pas calé ? Sam Smith. Oui. Fallait la caler. On va baisser. Ça va commencer. On baisse en studio parce que je veux pas qu'on entende via Facebook à cause des droits d'auteur. Parce qu'on est embêté avec les grosses compagnies. On paye des droits d'auteur, mais nous pour la FM. Et sinon, on va se faire taper sur les doigts. Moi, j'ai déjà vu sur Facebook aussi des fois des sons comme ça qu'on y a sur une vidéo. Ils nous envoient des messages pour nous dire attention, est-ce que vous avez le droit? Ouais, c'est ça, on a pas le droit. Particuliers, Ouais. sont pas chauds. En fait, on peut pas. Comment on fait pour éteindre les... Ça, là. Le problème, c'est que moi, si je l'éteins, j'ai plus rien. Ah, c'est à vous, ça? C'est les deux, c'est sur la même ligne. D'accord. Ah, je vous passe par là. Ouais. Alors, la première question que je vais vous poser, c'est qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Qui veut répondre? Qui veut prendre la parole en premier? C'est un data scientist, là, hein? C'est un data scientist. Jacques Abdo? Jacques? D'accord. Et puis après, vous rebondissez tous les deux, hein? Et je peux rebondir aussi? Ah oui, oui, mais de toute façon, à chaque fois qu'il y en a un qui... De toute
toute façon, il ne va pas parler pendant 10 minutes sans arrêt. C'est quoi la première question que vous avez posée? Qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Je vais peut-être parler 1 heure. En 2 mots. Hein. Enfin, je sais pas, est-ce que vous réfléchissez en ces termes? Ou est-ce qu'on ne se pose pas la question, peut-être? Peut-être que c'est une mauvaise question, ce que je pose. En CPM, ça veut dire? Est-ce qu'on se pose dans les entreprises, est-ce qu'on se pose la question en ces termes? Non, si on se posait la question, qu'est-ce qu'Internet? Je veux dire, on se pose pas la question. On se pose pas la question. Et selon effectivement, je pense, l'activité de chacun, la perspective est différente. C'est pas une chose, c'est des outils, des méthodes, etc. Donc non, enfin, je réponds pour tout le monde, mais je pense pas qu'on se pose la question et je crois même qu'on a chacun notre définition parce qu'on a un usage différent, tout simplement. Moi, je pense comme Internet. D'accord. Jacques va être bon là-dessus. Alors, peut-être poser la question, comment fonctionne l'intelligence artificielle en fait? Ça mène... Non, je vais la poser comme ça. Et puis chacun, tous les deux, Fred Jacquet et vous, vous allez répondre selon... Oui, puis expliquer que c'est un bon marketing. On y va? Alors notre sujet du jour, vous avez reconnu, nous sommes sur IDFM au bar de l'économie, vous avez reconnu Sam Smith avec son titre Promise, le grand succès du moment. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de 6 personnes pour parler d'intelligence artificielle et des nouveaux métiers que cette manière de penser l'économie fait apparaître. Alors, à mes côtés, Jean Spiry, en charge de la stratégie chez OnePoint. Fred Jacquet, chef de marché, c'est Sage pour leur nouvelle marque Sage 100% Cloud. Candice Lafosse, qui est data scientist chez Data Valoris. Abdelkrim Talaoui, cofondateur d'Octopic. Jacques Abdo, data scientist, spécialiste, fondateur de Team Unit. Et Michel Selem, fondateur de Comdis. Alors, la question qu'on a envie de vous poser, c'est qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Mais finalement, c'est peut-être pas une bonne question, parce que peut-être que vous, les entreprises, ne posent pas la question comme ça. En tout cas, le public, lui, il entend des mots comme informatique, comme intelligence artificielle. On se fait peur avec des choses peut-être qui n'ont pas lieu d'être. Alors, quelle est votre réponse sur cette question, Jacques Abdo? Alors, effectivement, l'intelligence artificielle, ça a plein de définitions. Je vais vous donner au moins la mienne. Alors l'intelligence artificielle, c'est avant tout, pour moi, c'est un système informatique qui va imiter l'intelligence animale, ou l'intelligence humaine ou l'intelligence animale, parce que l'intelligence, elle est un peu partout. Alors ce système informatique qui imite l'intelligence, ça existe depuis que l'informatique existe. On essaye de créer des systèmes qui font semblant d'être intelligents, de nous imiter. Aujourd'hui, actuellement, en fait, ce qui prend le plus d'ampleur, c'est l'intelligence artificielle qui est auto-apprenante, ça veut dire qu'on arrive à créer des machines qui y apprennent par l'exemple. Alors c'est ce qu'on appelle le machine learning, c'est bien ça? C'est ce qu'on appelle le machine learning, tout à fait. Ça veut dire que la machine, elle ne se limite plus à des actions qu'on a prédéterminées, qu'on a codées ou qu'on a... qui sont codées et qui sont prédéterminées à l'avance. La machine, elle va apprendre à partir de cas concrets. On va lui montrer des exemples. Par exemple, si je prends la reconnaissance d'images, on va montrer à la machine des images de chats. On va lui dire ça, c'est des chats. On va lui montrer des images de chiens. Elle va comprendre que c'est des chiens. Et au bout de 1000 exemples, elle va apprendre à distinguer chat et chien. Et ceci fonctionne dans plein de domaines. Par exemple, la reconnaissance de voix, la reconnaissance vocale. Ça est aussi dans le domaine de l'intelligence artificielle. C'est à partir du moment où la machine, elle commence à comprendre les fréquences vocales et les traduire en texte, en mots, en phrases, et puis comprendre un peu, on peut aller plus loin parce qu'aujourd'hui l'intelligence artificielle elle est capable de comprendre la sémantique du langage. Alors pour vous, Fred Jacquet, c'est un petit peu différent, c'est ça que vous dites, c'est pas une bonne question finalement de dire qu'est-ce que l'intelligence artificielle, c'est pour chaque cas, et chaque cas étant différent finalement. Alors, il faut se la poser autrement, la question. C'est pas tant que ce soit une mauvaise question, c'est qu'on peut ne pas se poser la question, de la même façon que lorsqu'on utilise un smartphone, on ne se pose pas la question de savoir ce que c'est que le cloud, ce que c'est qu'Internet, juste on en a l'usage et on voit la valeur que ça nous apporte. Au niveau des entreprises, on peut aborder l'intelligence artificielle de la même façon, c'est-à-dire
comprendre, et c'est utile de savoir qu'une technologie, comme en l'occurrence la technologie que Sage propose autour de sa solution Sage SampleInd, qui intègre de l'intelligence artificielle, mais la vraie question est de savoir quelle valeur ça apporte, quel va être mon usage. Donc typiquement, dans l'entreprise, ce dont j'ai besoin, c'est de gagner du temps, de pouvoir créer des nouveaux produits, des nouveaux services, automatiser des tâches, en simplifier. C'est cette demande que nous font nos clients. Et effectivement, c'est dans cette démarche-là que nous avançons. Donc nous ne sommes pas dans faire de la technologie pour de la technologie, de l'intelligence artificielle pour l'intelligence artificielle. Ce sont simplement des outils qui augmentent la capacité de nos solutions, comme par exemple la reconnaissance vocale, le machine learning, ce genre de choses, qui effectivement augmentent les capacités de nos solutions. D'accord. Alors, Jean Spiry, donc, vous êtes donc chargé de stratégie chez OnePoint. Autre vision chez OnePoint ? Non, vision très proche, c'est-à-dire que pour nous, l'intelligence artificielle, c'est un des moyens qui sont à disposition pour la transformation numérique des entreprises, et d'ailleurs des administrations aussi. Et c'est intéressant, vous avez cité plusieurs exemples tout à l'heure. Vous avez parlé de Chorus, c'est la simplification de l'État, enfin sauf sur le nom du site internet. Vous avez parlé d'Apple, le déplacement de la valeur des appareils vers les services, qui sont des tendances lourdes qu'on constate dans pas mal de secteurs. Nous, on travaille dans des secteurs très variés, qui vont de la banque jusqu'à l'hôtellerie de luxe. Quand vous êtes par exemple dans l'hôtellerie de luxe, vous êtes confronté à la montée en puissance d'Airbnb, de nouveaux modes de consommation, l'intermédiation des plateformes. Bien sûr, l'intelligence artificielle peut vous aider dans le traitement des données, dans un certain nombre de choses, mais en fait, le fond de votre transformation pour réagir à ces chocs, ça ne sera pas forcément de la technologie, ça sera une nouvelle manière de penser vos services, ça sera de la transformation interne, de la transformation humaine, et en fait, on oublie trop souvent quand on parle de numérique que les outils sont liés à des transformations dans l'organisation des entreprises, dans les méthodes de travail, et en fait, c'est l'un et l'autre, c'est pas l'un ou l'autre, et il n'y a pas de solution magique par l'introduction d'intelligence artificielle. D'accord, donc en fait, on se fait peut-être un petit peu peur. Alors, Abdelkrim Talaoui, vous avez partagé la même vision ? Oui, à peu près, sauf que je vais essayer d'être un petit peu, de vulgariser un peu plus le sujet, parce qu'on peut avoir l'impression que l'intelligence artificielle est un mot marketing, alors que derrière, aujourd'hui, il est possible de faire de l'intelligence artificielle parce qu'il y a des technologies. Et ces premières technologies, c'est la puissance de calcul. Ça veut dire que pour pouvoir traiter une volumétrie de données très importante, il faut avoir la possibilité physique, matérielle, hardware, d'avoir des machines bien robustes et très riches en RAM, en CPU et tout ce qu'on veut, GPU, etc. Donc c'est des termes un peu techniques liés au hardware. Mais ça, donc ce que vous voulez nous dire, c'est que finalement c'est une évolution de la technique qui permet, parce qu'on ne pouvait pas le faire avant. Et les coûts. Et les coûts, oui, bien sûr. La deuxième chose, c'est qu'on a aussi aujourd'hui des outils qu'on avait peut-être aussi auparavant, un réseau de neurones et autres, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas utiliser parce qu'effectivement, on n'avait pas la possibilité à travers ces machines de tester des modèles. Donc l'intelligence artificielle, c'est des outils mathématiques et des modèles, des librairies de machine learning, on en a parlé, qu'on peut exploiter dans un contexte technique assez intéressant. Après, les cas d'usage, que ce soit le luxe ou tout ce qu'on veut, c'est à nous... oui, l'hôtellerie, voilà, la voiture, enfin... L'administration, les associations, bref, le bien-être, tout ce qu'on veut. C'est les cas d'usage qui vont nous permettre d'utiliser ou pas ces outils. D'accord ? Mais ce sont avant tout, c'est la mise à disposition de nouveaux outils. Voilà, c'est ça, l'intelligence artificielle, en tout cas pour Autopic. Voilà, c'est-à-dire donc c'est une évolution tranquille finalement de l'informatique, grâce à des moyens technologiques et de révolution informatique, finalement, qui vont dans le sens de l'évolution scientifique, tout simplement. C'est un peu ça que, si je dois résumer ce que vous venez de dire. Alors, justement, Michel Sellem, qu'est-ce que vous en pensez déjà? Que demandent les entreprises en ce moment? Alors, puisque vous avez plutôt... Je voulais surtout dire une chose qui m'apparaît importante. Je vais vous donner une image. On va parler d'une voiture et d'un conducteur. L'intelligence artificielle aujourd'hui, à mon sens, d'abord, il n'y a pas d'intelligence, on parle d'intelligence. Pour moi, c'est un terme marketing, complètement marketing, l'intelligence artificielle. Parce qu'avant d'arriver à l'équivalent de 100 000 milliards de neurones, on en est encore loin, vraiment. Donc, je crois qu'au lieu de parler comme un technicien, c'est vrai qu'on parle comme des data scientists, des techniciens, on va parler du fonctionnement électronique de voiture. Je pense que moi, je m'intéresse beaucoup au chauffeur. Qu'est-ce que ça va lui apporter? Comment il va... Et on va tenir compte, c'est important, parce que l'accompagnement dans ce changement de paradigme des hommes est extrêmement important. On n'en parle pas. On parle technicité, c'est vrai, on arrive à faire des choses extraordinaires.
Pendant 4 ans, on a eu les deux ordinateurs, les deux calculateurs les plus puissants, dont le Sunway Light était à 93 millions de milliards, 93 pétaflops d'informations à la seconde. Quand Kasparov a perdu, il avait une machine en face de lui qui faisait 200 millions d'opérations à la seconde. Et l'homme dans tout ça. Alors, toutes ces techniques sont extrêmement intéressantes. On est loin, elles seront complémentaires. L'intelligence artificielle sera assurément complémentaire parce qu'on arrive à des puissances maintenant qui sont à plus de 100 milliards, 150 milliards avec les Américains d'opérations par seconde, hein, 100 millions de milliards d'opérations par seconde, ce qui est énorme. Hein, en 2014, notre ami Laurent Alexandre disait dans quelques années, on sera à 1 million de milliards. On est à plus de 100 millions de milliards. Ça va extrêmement vite. On est dans un schéma exponentiel. Alors, ce qui est important, à mon sens, tous ces outils d'optimisation de processus qui vont permettre effectivement d'élever, de libérer les gens de tâches répétitives, vont permettre vraiment d'enrichir les hommes. Et il faut absolument, à mon sens, penser aux hommes, aux personnes qui conduisent ces machines, savoir comment elles vont se comporter, comment elles vont l'absorber, comment on va réussir à faire ce changement de paradigme. Parce qu'il y a une chose qui est extrêmement importante, comme dans toute révolution, et vous l'avez quand on parle des métiers à tisser, il y a la résistance au changement qui est quand même extrêmement importante. Et là, je mets l'homme au centre de tout. Alors, Jean Spiri. Oui, juste pour rebondir très rapidement, vous l'avez dit, en effet, les tâches répétitives, beaucoup vont disparaître, y compris dans des métiers intellectuels qu'on pensait finalement pas substituables par l'informatique. Alors, donnez-nous des exemples. À quoi vous pensez, par exemple? Juriste d'entreprise, c'est l'exemple le plus classique, c'est-à-dire les recherches de droit dans différents codes civils, etc. Ça peut, donc, faire des recherches, par exemple, ça va devenir complètement automatisé. Voilà, il y a plein de choses qui vont s'alléger. Mais encore une fois, d'abord, si les questions posées sont les bonnes, on oublie de le dire, enfin, on en a discuté, il faut que les questions posées par l'homme à la machine soient les bonnes, pour avoir les bonnes réponses. Et puis la transition qu'on va vivre, c'est aussi des nouveaux métiers. Nous, on recrute énormément chez OnePoint. On a besoin justement de ces nouveaux spécialistes de ces métiers. Mais ça sera aussi des métiers plus créatifs parce que justement, on va être libéré des tâches répétitives et il y aura besoin de voir où on mène cette intelligence artificielle. Donc il y a un besoin de formation qui est énorme. On parle régulièrement en France de plans de formation qui vont se mettre en place, etc. Mais je pense qu'on est pour l'instant loin du compte. En tout cas, nous, on voit les difficultés de recrutement qu'on a. On voit les difficultés de recrutement et donc le retard à la formation. Et ça, c'est très important. Qu'est-ce que vous demandez quand, justement, vous dites on n'a pas la formation, mais qu'est-ce que vous leur demandez? On a besoin de programmeurs, on a besoin de développeurs, on a besoin de data scientists, on a besoin aussi de gens qui font du design thinking, de gens qui pensent les transformations, pas seulement de profils purement techniques, mais aussi de gens qui sont capables de penser les transformations. Et ça, c'est des profils dont on n'a pas assez. Donc d'ailleurs, je passe un message sur votre antenne, chez OnePoint, on recrute. N'hésitez pas à envoyer vos CV. Oui, de toute façon, vous êtes là tous pour passer vos messages. Alors d'ailleurs, Jean Spiri, j'aimerais bien que vous nous parliez un petit peu quand même de OnePoint, parce que c'est une entreprise très intéressante. Le fondateur a monté tout seul, je crois, cette entreprise. Expliquez-nous un petit peu son parcours et comment il a surfé sur cette vague de l'intelligence artificielle. Alors, pas seulement l'intelligence artificielle. Notre président David Layani a fondé OnePoint en 2002. Il avait 22 ans. Donc vous voyez, le groupe fait aujourd'hui de 2300 salariés, donc c'est un groupe qui a pris de l'ampleur, mais qui est vraiment spécialisé dans la transformation numérique. Alors c'est pareil, quand on dit la transformation numérique, les gens disent, écoutez, c'est sympa, mais ça veut absolument rien dire. Et bien, en fait, si, c'est ce que vivent les entreprises au quotidien. C'est-à-dire elles vivent une disruption technologique, l'arrivée de nouveaux acteurs, une perturbation de leur marché traditionnel, et elles ne savent pas forcément comment y répondre. Elles ne savent pas forcément comment y répondre parce qu'elles n'ont parfois pas les bons outils technologiques à disposition. Et ça, je pense que tous les invités aujourd'hui ont justement ces bons outils pour les aider à progresser, à aller plus vite, mais aussi parfois parce qu'elles n'ont pas les bonnes organisations, elles n'ont pas les bonnes méthodes de travail, elles ne sont pas assez agiles et réactives face à un monde qui est en train de changer très vite. Et donc, OnePoint, c'est une approche globale. Et c'est ça qui est un petit peu différent par rapport à d'autres acteurs, c'est-à-dire que à la fois le conseil, que ce soit en stratégie, en organisation, en méthode de travail, et la partie technologique, sont liés. C'est-à-dire vraiment nos équipes sont liées, travaillent ensemble, ont l'habitude de travailler ensemble et on est capable de développer, de déployer les recommandations technologiques qu'on formule. Voilà un petit peu comment ça marche, mais parfois on dit aussi beaucoup plus crûment qu'on aide certains de nos clients à ne pas être morts dans 3 ans.
Oui, d'accord. Donc là, c'est vraiment une question de vie ou de Ah, mort. mais oui, pour certains, oui, parce que les disruptions sont très rapides, les changements sont très rapides, des entreprises très solides qui tout d'un coup ont des baisses importantes de chiffre d'affaires, on en a connu, on en connaît encore, et il est très important de pouvoir s'adapter rapidement. Michel Sellem. Oui, non, c'est ce que je voulais dire. Moi, j'adhère avec ce que dit notre ami, Jacques, on travaille dessus. Aujourd'hui, on est dans un système, on a une telle pression sociale, fiscale, concurrentielle, réglementaire. Il y a tellement de pression autour de l'entreprise que si cette dernière, elle ne se met pas à s'intéresser un peu à ces optimisations de processus, en même temps, on va essayer de créer de la valeur avec l'intelligence artificielle. Créer de la valeur, c'est créer de la valeur économique, gagner du temps, dépenser moins. Une entreprise, c'est un bateau qui prend l'autre partout, donc il faut absolument boucher ses trous. Et on a la chance d'avoir des systèmes qui permettent d'optimiser justement tout cela. Moi, je rejoins ce que dit notre ami. Dans 5 ans, ces entreprises qui ne s'intéressent pas à l'optimisation de leur performance, de leur processus, elles font dans le mur. C'est clair, quelle que soit la taille. Alors, Candice Lafosse, quel est votre avis? Alors, moi, je vais rejoindre mon voisin également. Je pense que les entreprises, en ce moment, elles ont des besoins de s'adapter au changement, parce que ça change très très vite, et elles ont de la difficulté à trouver des ressources qu'ils font. Donc, c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de sociétés comme Data Valoris qui mettent à disposition des entreprises, des data scientists qui connaissent les dernières actualités et qui leur permettent de se mettre à jour. Parce qu'on a aussi une grosse concurrence, c'est-à-dire qu'on peut avoir une entreprise qui dit « Moi, je ne sais pas ce que c'est que l'intelligence artificielle, mais j'ai entendu dire que là-bas, ils en faisaient, mon concurrent en fait, donc qu'est-ce qu'on peut faire ?» Et c'est là souvent que nous, on vient et qu'on... C'est comme ça que les entreprises réagissent. S'ils entendent que leurs concurrents ont mis en place, alors là, à ce moment-là, ils s'intéressent au sujet. Il y a beaucoup de marchés qui se font comme ça, en fait. Alors, qu'est-ce que c'est? Vous avez parlé de data scientist. Expliquez-nous ce métier. D'ailleurs, avec Jacques Abdo, tous les deux, vous avez peut-être une vision différente. Chez Data Valoris, en tout cas, qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, un data scientist, c'est un petit peu un nouveau nom pour assembler plusieurs métiers. On peut avoir un data analyst, c'est-à-dire que quelqu'un qui va s'occuper plus spécifiquement de l'analyse des données. On peut avoir des gens qui s'intéressent plus à comment faire évoluer l'IA elle-même, donc plus des statisticiens. Moi, c'est mon profil, j'ai un profil de statisticien, de biologiste, et du coup, nous, on travaille sur les systèmes de neurones pour essayer de les faire ressembler au plus possible au cerveau humain. On ne pense pas arriver jusque-là, mais au moins au cerveau de souris. Mais c'est ce que disait mon collègue. Le machine learning, les systèmes de neurones, c'est essayer d'imiter le système de réflexion des animaux en lui faisant apprendre. Voilà, pour des tâches répétitives, bien sûr. Voilà, donc, alors Jacques Abdo, vous avez partagé le même sentiment sur ce métier de data scientist? Oui, tout à fait. Je veux rajouter en fait que data scientist au sein de l'entreprise, c'est un rôle. Le rôle principal du data scientist, c'est de transformer la donnée, qui n'a pas, a priori, la donnée, c'est la matière brute, qui n'a pas de valeur ajoutée. C'est la transformer justement en valeur, en information, pour inspirer la décision. C'est-à-dire, on est vraiment dans l'intelligence artificielle, donc les sujets sur lesquels va travailler le data scientist. Son rôle principal, c'est optimiser les processus de l'entreprise en partant de la donnée brute pour arriver à inspirer les décisions. Mais je pense que c'est ça aussi qui est un peu opaque pour le chef d'entreprise, c'est quelles données, finalement, quelles données que je peux avoir dans mon entreprise peut avoir de la valeur, parce que moi j'estime que ça n'en a pas. Alors Jacques Abdo, puis après... Oui, donnez-nous des exemples. Alors c'est des sujets qui sont, sur lesquels nous avons travaillé pour amener de la valeur dans certains processus. Alors je prends l'exemple d'une entreprise qui travaille dans la logistique, là on a travaillé avec le département qui gère les incidents métiers. C'est des incidents qui prennent d'habitude en temps de résolution 4 heures, qui mobilisent beaucoup de personnes pour résoudre des incidents vraiment critiques qui font perdre beaucoup d'argent à l'entreprise. En rajoutant l'intelligence artificielle, on s'est basé sur la base de données d'incidents, c'est-à-dire l'historique d'incidents. À chaque fois qu'il y a un incident, il note dans une base c'est quoi l'incident, comment ça a été résolu, quelles sont les mesures qui ont été prises. Donc ça, c'est de l'information. Cette information, telle qu'elle est, c'est de la donnée, n'a pas de valeur. On ne peut pas chercher dedans et trouver une réponse à un nouvel incident qui arrive.
L'intelligence artificielle, elle est là pour faire ce travail-là. C'est-à-dire de dire à un instant T, qu'est-ce que je peux trouver dans cette base-là, dans l'historique des données, quelque chose qui est intéressant, qui peut résoudre mon incident de maintenant. Et ça a permis, le système qu'on a mis en place, qui est basé sur l'intelligence artificielle, a permis de réduire le temps de résolution de 4 heures à 30 minutes, sans mobiliser tous les experts qui se réunissaient avant. Donc il y a un gain qui est énorme. La donnée, c'est la donnée de l'entreprise, la donnée que l'entreprise stockait, n'utilisait pas, elle est devenue utile. Un autre exemple, sur la prévision des ventes, nous avons travaillé aussi sur un projet de ce style-là, qui parle des promotions, de catalogues de vente, donc c'est l'historique des ventes de l'entreprise, qu'est-ce qu'ils ont vendu comme unité pendant les 4 années précédentes. Donc ça, c'est des données que toutes les entreprises qui font des ventes possèdent. Donc on se base là-dessus pour faire de la prédiction des ventes futures et aussi permettre à l'entreprise d'optimiser son stock, de préparer d'éviter des ruptures de stock aussi aux consommateurs. Donc il y a beaucoup de gains à partir de ces processus-là. Clairement, Abdelkrim Talaoui, donc vous aussi, vous avez d'autres exemples dans ce domaine. Tout à fait. Alors, tout d'abord, pour revenir sur un peu la définition du data scientist chez Octopic. Alors nous, on est une entreprise expert vraiment dans le domaine de la data science et du big data. Et plus de 50% de nos salariés sont des docteurs. On investit dans des tests chiffres avec Central Supélec ou d'autres laboratoires. Et pour dire qu'on axe vraiment, et il y a vraiment une priorité dans le savoir du data scientist. Et une chose qui est importante pour nous, c'est la connaissance métier. Pour pouvoir développer des modèles, il faut connaître le métier. Si je ne connais pas le métier, c'est compliqué. On parlait tout à l'heure de créativité, donc il faut pouvoir savoir créer. Il y a un besoin aussi, il y a une expertise dans le domaine des mathématiques, et notamment des statistiques et des probabilités, et puis aussi du développement. Donc ça, c'est la définition que nous, on donne à la data science et aux data scientists. On parlait tout à l'heure aussi de données et de valeurs, et c'est effectivement c'est l'axe le central de l'intelligence artificielle. Pourquoi elle est importante cette donnée? La donnée, nous, ce qu'on a remarqué, c'est que 90% des données sont dispersées dans l'entreprise. C'est-à-dire que quand vous êtes une grosse entreprise, si vous êtes EDF, vous avez une partie de vos données qui est chez une direction métier, une autre chez une autre direction métier, une autre chez une autre direction. Et puis vous pouvez imaginer le mastodonte que c'est. Donc on peut avoir la même donnée dupliquée X fois et on ne le sait pas. Donc si on veut apporter de la valeur à un besoin métier, on doit aller la chercher. Ça, c'est la première chose. On a remarqué que 80-90% des données se trouvent à l'extérieur. Et l'État, en France, nous aide pour ça, puisqu'il y a des politiques d'ouverture de données, d'open data. Donc si, on en parlait tout à l'heure de voitures autonomes, je veux travailler sur un sujet de voiture autonome, les données, par exemple, d'un constructeur vont m'intéresser, mais pas seulement, les données météorologiques, la pluviométrie, les données issues d'un système d'information géographique. Donc il y a énormément de données extérieures à aller chercher. Donc c'est très complexe, en fait. Oui, en fait, le cas d'usage, c'est le cas d'usage qui va définir, et c'est là où on a besoin de créativité. Il n'y a pas que la donnée interne dans l'entreprise, il y a ce qu'on dit, 80% des données se trouvent à l'extérieur. Et juste pour revenir très rapidement, pourquoi on a besoin de ça? C'est pas seulement parce qu'on a besoin de continuer à vivre, parce qu'on doit se modifier, c'est parce que les autres ne nous attendent pas. Airbnb dans le métier de l'hôtellerie, Netflix dans le métier de donc maintenant vous dites, vous, que Airbnb, finalement, c'est un nouveau métier de l'hôtellerie, carrément. Clairement. Netflix, qui vient concurrencer Canal+, mais la force et la valeur de ces entreprises, elle n'est pas que sur la partie métier, elle est sur tout l'apport lié à ces technologies que sont le big data et l'intelligence artificielle. Donc c'est pour ça aussi que les entreprises en ont besoin. On parlait tout à l'heure de disruptivité ou d'entreprises en difficulté. EDF, c'est 100 000 clients perdus par mois. Donc comment cette entreprise doit se réinventer? L'intelligence artificielle est un des acteurs. Ce n'est pas celui qui va la sauver. Mais ça en fait partie. Ça doit en faire partie. Alors, Fred Jacquet, chez Sage, quelles sont donc les données par rapport à la gestion? Donc vous, c'est vraiment la gestion d'une entreprise. Quelles sont les données qui importent pour améliorer justement toute la gestion d'une entreprise? Alors absolument, la notion de données est très importante. C'est ce dont les différents intervenants ont parlé tout à l'heure. Donc finalement, aujourd'hui, on est en train de parler d'intelligence artificielle, mais on est tout à fait dans la suite logique de la transformation digitale. On est dans la suite logique de la vague précédente et qui est toujours là d'ailleurs, celle du big data et du data analytics. Et la data, la donnée est bien au centre de tout cela.
Alors on parle souvent de data-driven, on parle d'entreprises qui sont dirigées par les données, et à mon sens, c'est pas forcément la bonne façon de voir les choses. J'aime bien le terme que vous avez employé tout à l'heure, c'est celui d'inspirer. En fait, il faut être inspiré par les données. L'idée, c'est bien d'utiliser des données pour, au bout du compte, prendre des décisions. C'est pas brasser des données pour brasser des données. Donc l'idée, c'est bien ça, c'est de driver finalement les décisions qu'on va prendre, donc de s'inspirer de ces données-là. Et en fait, et c'est là que je reviens effectivement sur ce que nous proposons chez Sage, c'est de travailler sur les données pour, au bout du compte, prendre des actions. C'est pas encore une fois les données pour les données. Et les actions, c'est quoi? C'est sur les tâches administratives. Comment utiliser les données dont disposent nos clients pour simplifier leurs tâches, pour les fluidifier et dégager du temps. Je peux vous prendre un exemple concret. On va prendre un expert comptable, par exemple, qui a passé un certain temps à travailler pour acquérir son expertise. Eh bien, dans les cabinets d'experts comptables, il se trouve qu'ils passent, les experts comptables, beaucoup de temps, ne serait-ce qu'à saisir des documents. Bien sûr. Par exemple, les notes de frais, ils vont recevoir des justificatifs, et un expert comptable, dans son cabinet, peut être amené à faire ça, saisir ces pièces-là. C'est du temps perdu parce que ça n'a pas de valeur ajoutée pour lui, et donc... Si on est capable de proposer un système qui prend en compte automatiquement les pièces justificatives, qui peut reconnaître les différentes données dans un document papier et l'intégrer dans le système comptable, eh bien, le temps qu'il ne va pas passer à faire ça, il va pouvoir le passer à produire de la valeur pour son client et donc pour son entreprise. Pourquoi pas créer de nouveaux services ou avoir plus de clients? Et donc, c'est là, en fait, on se dirige vers ce qu'on appelle l'ERP intelligent, l'AIRP. Donc, c'est finalement un ensemble d'outils qui va travailler sur les données de façon de plus en plus automatisée pour en final permettre au client de dégager du temps et travailler sur ce qui lui apporte de la valeur. Jean Spiry. Moi, je rejoins tout à fait cette vision, inspirée par les données, je crois que ça restera la phrase du jour. On ne peut pas, et ça c'est très très important de le dire, le redire, quelqu'un a parlé tout à l'heure d'une métaphore de voiture et de pilote. C'est-à-dire l'intelligence artificielle, elle est pilotée. Et elle est pilotée par la compréhension des différents acteurs, des différents secteurs avec lesquels on travaille. C'est-à-dire, oui, par exemple, saisir des notes de frais pour un expert comptable, c'est pas le cœur de son métier. Et c'est pas ça qui aura la valeur ajoutée. Mais dans d'autres métiers, il y a des choses qui, au contraire, là, on touche au cœur du métier, on touche au moment où il y a des choix à faire. Et quand il y a des choix à faire, le modèle n'est pas forcément conçu pour. Nous, on est aussi très, très curieux de voir quand on rassemble toutes les données d'une entreprise, parce qu'on a dit en effet, les données, elles sont dans l'entreprise, elles sont en dehors de l'entreprise, il y a un bassin énorme, on parle de data mining, c'est-à-dire l'idée qu'on va vraiment creuser pour chercher toutes les données, de voir ce qui peut en sortir. Par exemple, on va être associé pour le projet de la nouvelle gare du Nord, OnePoint est partie prenante de ce nouveau projet d'aménagement de la première gare d'Europe. Et l'idée, c'est justement pas seulement de faire des objets connectés, c'est aussi de travailler avec la SNCF pour voir comment on peut utiliser toutes les données générées par l'objet gare, les différents flux, les différentes informations, pour en sortir des services améliorés et pour en servir des optimisations. Donc on a aussi tout ce travail qu'on peut faire sur la donnée pour simplifier le quotidien, pour améliorer la vie quotidienne des gens. Et ça, je pense que sur des exemples très concrets comme une gare, on peut voir ce que le traitement par l'intelligence artificielle de la donnée peut donner. Absolument, oui, parce qu'on sait que déjà que les gares, c'est un lieu de croisement de tous les types de populations, qu'elles soient françaises ou étrangères, et qu'en plus, c'est un facteur de rencontre. Michel Sellem. Oui, moi, je voulais apporter un petit peu pour être un petit peu concret sur les deux cas d'usage dont Jacques, mon associé Jacques Abdo, a parlé tout à l'heure. Notamment le traitement d'anomalies, de ramener de 4 heures à 30 minutes, ce qui ne vous dit pas, et je vous le dis, c'est que les enjeux derrière, ça représente des sommes colossales. Alors là, vous revenez sur le gestion d'un entrepôt. Alors, sur la gestion, justement, là, ce sont des sommes qui sont considérables. Sur le deuxième exemple, en fait, ce qu'il faut conclure, c'est qu'entre la prévision du service statistique dans les entreprises, prévision des ventes, entre la prévision, donc on va dire faite à la main, en fait, avec les outils d'usage habituels, et l'intelligence artificielle, l'exemple du client duquel Jacques parlait, c'est que la prévision humaine initiale était à 40% des ventes, quand on a mis à côté les unes à côté des autres les courbes, la prédiction était à plus de 85%. Et là, c'est vrai que c'est un conseil, c'est un GPS qui est extrêmement important parce que de tout cela, alors qu'on parle évidemment d'optimisation des processus et supply chain, tout ça, ça va faire des économies énormes. L'idée étant de vendre le bon produit au bon client, au bon moment,
On est sûr de l'avoir. Finalement, c'est une bonne définition. L'intelligence artificielle serait le GPS de l'entreprise. C'est pas mal comme définition. Aussi, quelque part aussi. Alors, sur le cas métier, et je vous donne ensuite la parole, effectivement, la connaissance métier, d'être inspiré, c'est extrêmement important. Mais je crois qu'on ne pourra pas, nous, se substituer au client qui, lui, a la connaissance métier. Hein, ça, c'est évident. Et on démarre par là. Parce que nous, quand on arrive, comme dit Jacques, toujours, on arrive avec une boîte à outils. En fait, on a une caisse à outils, et voilà. Et quand on parle de casser les silos de toutes ces informations, ces données qui sont dans l'entreprise, à un moment donné, il faut lâcher la donnée. Donc, on est dans un esprit en disant, si je lâche mon savoir, mes informations à donner, je perds mon pouvoir. Voilà. Et c'est en ça que l'accompagnement des hommes, je crois, est extrêmement important et que je les mets toujours au centre de cette... Oui, ben justement, j'aimerais bien qu'on reparle après du facteur humain pour pouvoir faire toutes ces transformations. Mais avant, je vous propose que l'on fasse une nouvelle pause musicale avec le nouveau titre de Jennifer. Ça s'appelle Notre idylle. Bien, c'est sympa. Jennifer. Super. Pour l'instant, les chansons écrites en intelligence artificielle, c'est pas grand-chose. J'avais reçu le frère d'Isabelle Carré. Oui, il y a un tableau qui a été... Mais chez Sotheby's, ils font un tableau fait par des gens qui... Oui. 400 000 Oui. Ça va changer en plus. Oui, parce que c'était la première. Oui, oui. C'est pour lui. Honnêtement, la qualité... C'est Cédric Villani est passé par là. Non, mais Mais, Cédric, quand tu parles, n'est-ce pas? Alors, mais n'empêche qu'aujourd'hui, les applications musicales comme Spotify ou par Apple Music ah bah oui. sont drivées par ce qui nous plaît chez elles, c'est qu'il y a beaucoup d'intelligence artificielle. Donc, même chez qui? Chez Spotify, Ah oui. Apple Music, Deezer. Donc, ils ne produisent pas de la musique, mais... Non, mais ça nous aide. Découvrir Ouais. d'autres choses. Bah ça, vous pouvez le dire si vous voulez. Non, mais c'est vrai. Donc finalement, alors, j'aimerais bien qu'on parle donc du facteur humain. Est-ce que c'est facile de mettre, pour vous qui êtes dans le conseil finalement, est-ce que c'est facile? Vous voulez une feuille de papier? J'en ai, hein, moi. T'as pas qu'à aller Tiens, je vous passe une feuille de papier. J'en ai plus besoin. C'est plus simple. Et toi, les tiennes? Alors, et puis après, en dernier, j'aimerais bien qu'on parle des limites. C'est un peu ce que vous avez dit tout à l'heure quand on préparait, quand on faisait le débriefing. C'est-à-dire qu'on peut, si on prévoit un certain cas, l'intelligence, elle n'ira pas dans d'autres cas. Donc, si on est en expansion, par exemple, et qu'il y a une crise qui apparaît, là, on est bloqué. Il faut tout recommencer, finalement. Ouais, c'est sans fin, quoi. Je donnerai d'autres Ça coûte très cher. Mais c'est bien d'en parler, en fait. Ok. Ouais, on va y aller. Au bar de l'économie, vous venez d'entendre Jennifer avec son nouveau titre Notre idylle, et moi je suis toujours en compagnie de Jean Spiry, chargé de stratégie chez OnePoint, de Fred Jacquet, chef de marché chez Sage pour leur nouvelle marque Sage 100% Cloud, de Candice Lafosse, data scientist chez Data Valoris, d'Abdelkrim Talaoui, cofondateur d'Octopic, de Jacques Abdo, fondateur même de Team Unit et data scientist également, et puis de Michel Selem, l'associé de Jacques Abdo, qui a fondé, comme dit, alors vous Jacques, c'est plutôt le côté commercial. Nous étions justement en train de parler avec vous du facteur humain. Alors pour mettre en place, hormis la volonté, pour mettre en place de l'intelligence artificielle, donc il faut la volonté bien sûr du chef d'entreprise, mais il faut aussi que toute l'équipe travaille à ces nouveaux projets, j'imagine. Alors est-ce qu'il y a des freins en somme? Est-ce que c'est facile finalement de mettre en place des tels outils? Enfin, comment ça se passe? Expliquez-nous. Qui veut prendre la parole? Ah bah tout le monde lève la main. Allez bon, Jean Spiry, allez dans l'ordre. Juste avant la pause, on parlait de casser les silos de données. Mais oui. en fait, quand on casse les silos de données, on casse surtout les silos au sein de l'organisation de l'entreprise.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Donc en fait, il faut aller fouiller dans chaque ordinateur de chaque... Non, c'est surtout qu'il faut apprendre aux uns et aux autres à travailler de manière beaucoup plus transversale. Ça peut paraître un peu bateau de le dire comme ça, mais on constate que beaucoup d'entreprises ont eu des modes de fonctionnement qui ont amené à une calcification des structures, à la création de véritables silos, et du coup qui ne se prêtent pas à la compréhension globale des métiers, à la rapidité d'analyse, à l'agilité, ou ne serait-ce qu'au partage de données, au partage d'informations. Et donc il faut recréer au sein de ces structures le partage d'informations. Encore une fois, la technique, elle vient sur des bases de données qui elles-mêmes doivent être disponibles. Et donc pour ça, il faut que chacun accepte de céder ces données, c'est un peu de son pouvoir aussi. Et donc il faut montrer qu'on peut partager et augmenter le bénéfice pour tout le monde. Tout en gardant son pouvoir. Tout en gardant son pouvoir, tout en ayant de l'autonomie, de la responsabilité et d'autres formes de management au sein de l'entreprise. Donc il y a aussi cette transformation-là qu'on est en train de vivre et dont on parle pas beaucoup, mais qui est tout aussi importante que la transformation technologique. Alors, quels sont les... Alors, Jacques Abdo, vous avez le même avis? Oui, tout à fait, j'ai le même avis. C'est flagrant, en fait. Je veux citer aussi une expérience personnelle. Sur le travail dans le sujet, en fait, ce qui est intéressant, quand on va rencontrer quelqu'un dans une entreprise, on parle d'optimisation avant de parler d'intelligence artificielle. Et lors d'une réunion, la dernière réunion que nous avons eue, en face, ils nous ont dit qui voulait comme acteur en face. Donc, c'était un projet qui portait sur le marketing. Donc, on veut le marketing, mais on veut aussi d'autres acteurs, genre la SI, donc la direction des systèmes d'information, mais aussi quelqu'un du contrôle de gestion. Parce que c'est des... En fait, ils sont amenés à travailler ensemble sur des sujets qui sont, par exemple, la prévision. Ces gens-là, la DSI doit fournir les données, le contrôle de gestion doit donner ses contraintes, et puis le marketing doit donner les outils et les processus lesquels ils travaillent. Donc, on s'en rend compte en discutant avec eux. Premièrement, c'est que d'habitude, ils ne parlent pas trop entre eux. Donc, le fait de les mettre autour de la table, de parler d'optimisation de processus, ils commencent à échanger ensemble et on s'en rend compte que le cas d'utilisation de l'intelligence artificielle, ce n'est pas forcément pour optimiser un processus sur un autre, mais c'est pour optimiser en fait les échanges et la collaboration entre tous ces gens-là. Donc forcément, quand on arrive à sur un sujet donné, ce n'est pas une direction métier qui est intéressée, c'est l'ensemble des directions métiers, parce que l'arrivée de l'utilisation de l'intelligence artificielle et des données va mettre tout le monde autour de la table et ils vont tous discuter de l'intérêt de l'entreprise et non pas des processus propres à chacun. Donc finalement, vous dites en fait, ce que vous dites, c'est qu'on travaille de manière beaucoup trop individualiste, finalement, chacun dans son coin, alors qu'on travaille tous pour une même entreprise, par exemple. Ça, c'est quand même formidable. Michel Sellem. Oui, je voulais dire que, effectivement, dans cette évolution, alors, au niveau des clients, ce que l'on sent, ce que dit Jacques, je suis tout à fait d'accord, parce qu'on le vit ensemble en plus, donc chez les clients. Mais ce qui est assez incroyable, c'est que il faut changer la mentalité en ce sens que lorsque l'on arrive en qualité de prestataire de service dans une entreprise, on ne livre pas un produit fini. On ne dit pas combien ça coûte. Ça n'existe pas. Donc, si le chef d'entreprise, le responsable, celui qui a la décision, le plus ancien en grade le plus élevé, s'il ne donne pas l'impulsion de dire maintenant il s'agit de l'intérêt suprême de l'entreprise, il ne s'agit pas d'acheter un produit fini, mais un produit dans lequel tout le monde va être impliqué. Si on ne passe pas par là, on ne peut pas réussir. Moi, j'ai fait des formations l'année dernière dans des cabinets d'expertise comptable. La région PACA, on parlait des comptables. Mais le directeur général s'arrachait un petit peu les cheveux. Parce qu'ils ont des outils, on leur donne des outils qu'on investit extrêmement cher, et il y en a que 30%, 40% qui s'en servent. Donc, la technique continue d'évoluer. Aujourd'hui, on peut prendre avec les logiciels, vous prenez votre téléphone, vous cliquez sur votre note de frais, ça va directement en comptabilité. Il y a un changement qui va être énorme chez les experts comptables, ce n'est pas le seul métier, d'autres vont être touchés aussi. Où là, si les gens, j'expliquais à ce directeur général, je vais écouter, ils auront en tout cas, ils seront prévenus que s'ils n'adhèrent pas à l'entreprise, s'ils ne veulent pas travailler ensemble, parce qu'aujourd'hui, on est dans l'esprit quand même de ces enclos, je dirais, de ces quartiers qui sont complètement protégés, où les gens ne lâchent pas d'informations, à un moment donné, ça va casser. C'est obligé. Donc, l'intérêt suprême de l'entreprise doit être donné par l'impulsion du chef d'entreprise. Oui, comme disait Jean Spiri tout à l'heure, la vie de l'entreprise à 3 ans peut être complètement déstabilisée. Complètement, mais là, les choses vont être assez dramatiques. Alors, Abdelkrim Talaoui, oui, quelle est votre vision du facteur humain? Chez Octopic, on adresse aujourd'hui plus de 50% des entreprises du CAC 40. Donc, dans les grosses entreprises, il y a une façon, effectivement, et là je rejoins
mes camarades de table assez similaires, où voilà, les problématiques de responsabilité sont dispersées. Mais ce que je remarque aussi, c'est que ces entreprises-là ne sont pas les seules impactées par l'intelligence artificielle. Donc nous, on ne s'adresse pas qu'à ce type d'entreprise. Je ne peux pas parler des administrations, où on peut retrouver un peu des grosses administrations, on peut retrouver ou des EPIC, les mêmes problématiques. On a aussi beaucoup de start-up, beaucoup d'entreprises qui se créent, qui ont besoin d'IA parce qu'elles viennent disrupter un marché. Je vais prendre par exemple le marché du recrutement. Hein, on connaît tous les gros cabinets de recrutement, Adecco, Manpower et autres, mais il y a beaucoup d'entreprises, de jeunes entreprises qui foisonnent, qui viennent avec des sujets super intéressants. Ce que je disais tout à l'heure, de la créativité, des cas d'usage, je pense que c'est comme ça aujourd'hui qu'il faudrait recruter, mais il me faut ça, il me faut ci. Et nous, en tant qu'experts, on sait où il faut mettre des algorithmes d'intelligence artificielle, et là, le discours est beaucoup plus fluide. Et c'est le risque d'ailleurs auquel doivent faire toutes ces grosses entreprises, c'est qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui viennent les bousculer et qui apportent très rapidement des algorithmes qui vont faire la différence. Et là aussi, la façon de discuter est totalement différente. Donc, en fait, ça va dépendre, oui, il y a les problématiques des grosses entreprises qui ont besoin de se transformer, mais il y a celles qui n'ont pas cette problématique-là parce qu'elles partent de zéro et qui viennent tout de suite avec des algorithmes qui vont venir disrupter un marché. Alors justement, ça me fait penser à Le Bon Coin qui vient d'ouvrir, par exemple, un secteur pour les cadres, hein, et puis aussi Indeed qui, depuis quelques jours, dit donnez-nous, quand vous avez une offre d'emploi, donnez-la nous, parce que nous, de toute façon, on sait déjà aller piocher dans les CV qui sont remplis, on sait déjà aller piocher, et vous, tout de suite, vous apportez la bonne personne. Les sites de rencontres aussi. Les sites de rencontres aussi. Les sites de rencontres font la même chose. Métier, oui, vous voyez par la pub. Enfin, oui, d'accord. Il veut pour matcher en fonction des... Moi, j'ai vu la pub. Alors, on va prendre d'autres exemples d'ailleurs. Peut-être vous avez entendu ce qui se passe en Chine. Oui. Donc, le gouvernement chinois a décidé d'équiper les quartiers et les rues de caméras pour 600 millions de caméras pour pouvoir identifier chaque visage de chaque personne. Et finalement, selon si on est un bon citoyen ou un mauvais citoyen, on va gagner des points, on va être noté. Et on aura droit, par exemple, à aller dans des meilleures écoles où on sera interdit de prendre l'avion. Par exemple, là, j'ai entendu le cas de quelqu'un d'un jeune de 26 ans, parce qu'il fume dans la rue, il boit, il fait je sais pas quoi. Et bien, du coup, il n'a pas le droit de prendre l'avion pour se déplacer. Enfin, on arrive à des choses impensables. Bon, enfin, on n'en est pas là au niveau des entreprises. Je pense que c'est quand même beaucoup plus concret. Donc, quels sont les exemples pour faire avancer une entreprise d'intelligence artificielle, Jean-Spiri, par exemple, qui ont bien marché pour l'un de vos clients? Dans quel secteur donnez-nous des exemples de secteurs où ça change complètement la manière de faire. D'accord, je peux citer l'énergie. L'énergie, c'est que ce soit pour l'individu avec des possibilités sur l'exploitation des données, de moduler la consommation, que ce soit pour les grands réseaux d'énergie, ce qu'on appelle les smart grids, de pouvoir piloter de manière intelligente les réseaux, la production d'électricité, etc. Dans le domaine de l'énergie, il y a eu des progrès et il y en aura encore plus demain sur la manière dont l'intelligence artificielle peut aider, encore une fois, le consommateur comme le pilotage global. Quand on voit l'enjeu que c'est pour la transition écologique, c'est très important. Et là, on voit que l'intelligence artificielle peut venir au service aussi du positif. On l'oublie un petit peu, mais il y a aussi plein d'initiatives d'intelligence artificielle dans le domaine de la santé. Quand on fait de la reconnaissance par image des cancers de la peau et qu'on apprend en faisant du machine learning sur une simple photo identifier si on a un début de tumeur, on est dans les progrès, vraiment les progrès pour l'homme, de l'intelligence artificielle. Et ça, là on parlait pour les entreprises, mais c'est bien de parler aussi en général des progrès de l'intelligence artificielle. Pour nos clients, enfin, on a cité déjà énormément d'exemples, de l'amélioration des processus, de l'amélioration des retours clients, des chaînes, du fonctionnement interne, et puis parfois c'est de l'innovation technologique pure, c'est-à-dire en effet quand on est dans la reconnaissance faciale, la reconnaissance vocale, on peut faire des choses qu'avant on ne faisait absolument pas et qui changent le rapport par exemple entre un client et un vendeur. Enfin voilà, il y a plein de manières dont on peut utiliser l'intelligence artificielle. Abdelkrim Talaoui. Oui, effectivement. Par exemple, chez Octopic, nous, on travaille dans les domaines dont on a cité, mais on a des cas d'usage de fraude, donc de la lutte anti-fraude, aussi bien prestations sociales que fraude bancaire.
Hein, donc là, il y a des domaines, voilà, il y a un gain de productivité pour ces entreprises concernées. Il y a de l'amélioration de la qualité. On parle par exemple dans le marketing, notamment de churn, de taux d'attrition, les clients qui s'en vont. Donc là, c'est de la réduction de clients qui s'en vont. Et d'ailleurs, nous, on a décidé, c'est ce que je disais tout à l'heure en préambule, c'est que chez Octopic, on a remarqué qu'il y a autant de cas d'usage, autant de modèles d'intelligence artificielle que de cas d'usage. Donc c'est quasiment illimité. On ne pourra pas répondre à tous les besoins et il y a de la place pour tout le monde. Donc ça, c'est déjà bien pour ceux qui sont dans le métier. Donc on a décidé ici en Anguin, parce qu'on est une entreprise d'Anguin, on s'agrandit, d'investir dans une maison d'intelligence artificielle où on accompagne, parce qu'on voit beaucoup de projets venir à nous, et de gens super performants et qui ont développé énormément de choses très intéressantes, leur propre modèle d'IA. Par contre, bon, il y a peut-être des fois des problématiques de business et autres. Donc on a essayé de créer un incubateur propre à Octopic et d'aider les gens et de pouvoir les aider à s'appuyer sur notre domaine d'expertise. Parce que voilà, il y a tellement de sujets qu'aujourd'hui, on ne pourra pas répondre à tout. Donc des cas d'usage, des cas de réussite. Après, la vraie problématique au niveau de l'IA, à mon avis, elle est sur la réglementation. C'est où sont nos données. Donc on a la problématique GAFA, RGPD, GDPR. Vous parlez tout à l'heure de la Chine. C'est voilà, est-ce que nous en France, on serait capable de faire l'État, le gouvernement, ce genre de choses? Non, de toute façon, c'est pas trop dans notre éducation non plus, etc., etc. Donc il y a effectivement, et ça pose quand même des sujets éthiques, à savoir jusqu'où on va. Alors ces derniers temps, il y a des problématiques qui sont posées. Si demain une voiture qui est autonome doit choisir entre sauver un enfant ou un vieillard, quel choix elle ferait, etc. Donc ça pose quand même pas mal de problèmes et de questions. Il y a énormément de bénéfices pour les entreprises, mais pour nous, en tant que simples citoyens, on a aussi quand même beaucoup de questions à se poser à ce niveau-là. Alors justement, ça faisait partie de mes questions suivantes, quid de la réglementation et surtout de l'utilisation de nos données personnelles. Mais tout d'abord, on va passer la parole à Candice Delafosse. Lafosse, du coup. Oui, je voudrais revenir sur un exemple. On parlait tout à l'heure de la problématique de vendre, je dirais, l'IA. Alors, ce n'est pas forcément le chef d'entreprise qui va être à l'initiative. Nous, on a le cas où on va souvent voir directement le cœur de métier et leurs besoins. Pour moi, l'avantage de l'IA, c'est justement qu'elle va permettre d'accélérer les process et de gagner du temps et de l'argent. Par exemple, pour un cas concret, pour un lunetier, quand il va faire les lunettes, il faut savoir que ce n'est pas une seule couche. Il y a plusieurs couches de verre différentes, du plastique maintenant d'ailleurs, qui vont permettre de donner à la lunette et au verre les qualités qu'on lui demande. À chaque fois qu'ils font un nouveau mélange, ils font des nouveaux tests. L'IA, elle va apprendre tout ce qui a été fait auparavant, donc, et pas forcément là dans le pays où on fait la lunette, mais dans tous les autres pays qui appartiennent au même groupe. Et puis, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va dire, voilà, moi je pense que pour ce que vous voulez faire, vaut mieux faire les tests juste sur ces 4, 5, 10 combinaisons. Donc là, c'est l'humain qui va décider si oui ou non il est d'accord et par quelle combinaison il va commencer. Mais ça peut nous permettre de gagner 4 ans. C'est-à-dire que quelque chose qui va prendre 4 ans, ça peut prendre 6 mois ou 1 an. Donc forcément, là, le cœur de métier, il voit son avantage parce qu'il va passer moins de temps à faire des tests inutiles. Et face au chef d'entreprise, il va pouvoir lui dire, on gagne 3 ans, donc ça veut dire 3 ans de salaire en moins, de tests en moins à faire, mais ça veut dire aussi 3 ans d'avance sur le concurrent qui, lui, ne va pas le faire. Alors Candice, justement, vous avez parlé d'intelligence dans la fabrication de lunettes, mais vous, votre entreprise, elle a choisi d'investir dans une application dans la crypto-monnaie. Alors donc, ça veut dire que vous y croyez à la crypto-monnaie? Pour vous, c'est important? Alors, pour moi, personnellement, pas forcément, mais c'est important pour certaines personnes, et c'est à eux qu'on pense quand on a fait ça. La crypto-monnaie, c'est assez virtuel, mais ce qui nous a intéressé quand on a développé notre produit CryptoValoris, qui est un produit de prédiction de cours de crypto-monnaie, c'est de nous dire, au lieu de se baser juste sur les cours précédents, notre moteur d'intelligence artificielle, il va aussi regarder le temps qu'il fait à New York, le temps qu'il fait à Paris, dans différentes villes importantes, et il va aussi regarder tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux.
parce que les crypto-monnaies sont très influencées par ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et c'est là où notre moteur d'intelligence artificielle, on l'espère, va pouvoir sortir du lot en pouvant faire des prédictions à 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, en fonction pas seulement de l'historique d'un cours, mais de plusieurs autres. Il y a plein de questions que j'aurais là-dessus, notamment, est-ce que la blockchain, pour vous, c'est des développements futurs au niveau informatique importants par rapport à l'IA? On en parlera peut-être tout à l'heure. On va passer la parole tout d'abord à Fred Jacquet, puis après à Michel Sellem. Fred Jacquet. Oui, effectivement, je voulais rebondir sur cette notion d'éthique qui a été évoquée, en fait, et la place de l'humain dans tout ça. L'intelligence artificielle. Chez Sage, nous sommes leaders des solutions de gestion en cloud. Nous développons des solutions de dernière génération comme l'IA et on peut se poser la question, dans le cadre de la gestion, qu'est-ce que vient faire l'éthique? Je vais vous donner un exemple. On travaille sur l'analyse prédictive. On travaille sur les données, évidemment, des systèmes comptables, des systèmes de gestion. Et en travaillant sur ces données, en modélisant ces données, en incluant des algorithmes, nous pouvons proposer de l'analyse prédictive et voir, par exemple, que potentiellement, un des clients de l'entreprise pourrait se trouver bientôt en situation de cessation de paiement. Bon. Quelle pourrait être la réaction? On pourrait très bien dire, finalement, je veux protéger mon entreprise, je considère que ce client va être en défaut de paiement, donc je le bloque et je fais ça automatiquement. Mais c'est là que l'humain a toute sa place et c'est là qu'il doit garder toute sa place, parce qu'un client potentiellement en situation de cessation de paiement, et là on analyse ce qui va se produire, donc ce qui ne s'est pas encore produit, la situation effectivement, comme je disais, pourrait se protéger, ou alors de réfléchir plus large au niveau de l'écosystème. Moi, j'ai besoin de mes clients et je ne peux pas fonctionner comme ça. Et donc, le système devra à ce moment-là avertir un intervenant humain qui, lui, pourra prendre la décision peut-être de revoir les conditions de travail avec le client pour lui permettre de continuer à travailler et ménager de façon globale l'écosystème. Donc, la notion d'éthique, c'est quelque chose qui doit être intégré dans les processus de l'entreprise et doit se traduire au niveau de l'implémentation de l'intelligence artificielle. Michel Sellem. Oui, moi je veux dire que je ne suis pas tout à fait d'accord avec ma voisine. Je pense que l'impulsion, la décision revient au plus ancien, au grade le plus élevé. Clairement, on peut aller voir un cas métier, on peut rentrer dans une entreprise et voir un service, par exemple, qui est force de proposition. Mais cela dit, si on n'a pas la décision au-dessus du financier, et on attend des décisions de la finance, parce que là on parle des entreprises, on parle des entreprises du CAC 40, des grosses entreprises, etc. Moi, je veux qu'on remette les pieds sur terre. Et les remettre les pieds sur terre, c'est de dire que notre tissu économique, il n'est pas fait que de boîtes de CAC 40. Il y a 92% de PME et de petites entreprises. Alors, donc, quand on parle... Non, mais moi, ça m'apparaît important, je leur parlais clairement. Alors, aujourd'hui, c'est vrai que l'intelligence artificielle fait peur. On dit que c'est des robots. Non, ce ne sont pas des robots. Il faut ramener ça vraiment au commun des mortels. Oui, non, mais on dit que c'est des robots parce qu'on parle, dans les journaux, on ne parle que de la voiture autonome, voilà. Et on parle des magasins, des entrepôts avec des robots, voilà pourquoi on parle des robots. On a moyen de créer de la valeur, de compresser les charges, d'optimiser, etc., de faire de la prédiction, ça c'est top. Mais la question, il faut se mettre toujours en communication à la place des autres et à la place des clients. Moi, je n'y connais rien, je suis chef d'entreprise, je ne connais rien d'intelligence artificielle. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous me proposez? Qu'est-ce que vous me proposez? Alors, on voit des choses sur le marché, c'est normal, c'est toujours comme ça. Il y a des gens qui proposent d'acheter plein de matériel, de se mettre sur le cloud, de faire n'importe quoi, qui ont des milliards de données, et alors on en fait quoi? Alors ce que l'on fait, ce qu'on a créé avec comme dit Stimunit et avec Jacques, c'est qu'on a créé un laboratoire d'expérimentation digitale qui s'appelle Prévision. Monsieur, avant de savoir ce qu'on va faire, on va d'abord étudier, on va vous faire une proposition de valeur, et on va prendre de l'information de chez vous. Et à partir de là, on va vous faire une proposition de valeur si on considère qu'on peut gagner de l'argent, si on peut créer de la valeur économique de façon générale, et on expérimente dans Prévision. Et c'est ce laboratoire d'expérimentation digitale qui va valider ou invalider la viabilité du projet que l'on a en cours. Il ne s'agit pas de se lancer dans n'importe quoi, d'investir n'importe comment. D'abord, c'est vraiment soft, c'est au pas le pas. Y a-t-il un intérêt ou pas à développer et à passer en production? Voilà, ça m'apparaît important parce que sinon on fait très peur. Sinon on va se dire, ah, combien ça coûte? Ça va coûter des millions. Moi, je n'ai pas les moyens, je n'ai pas les gens, je n'ai pas de structure, etc. Donc y aller au pas le pas et encore une fois évangéliser, faire comprendre que l'intérêt de la PME, moi je vais rester sur la PME, c'est de s'intéresser à ce qui se passe parce qu'encore je parle de on parlait de rétrition, c'est-à-dire la perte des clients.
Le client aujourd'hui est extrêmement fidèle. Hein. En 2 clics, il passe, hein, il va sur les réseaux sociaux, on voit ce que donnent les GAFA et les BATX. Hein. En 2 clics, vous perdez le client, c'est clair. Et d'ailleurs, c'est simple, vous le faites tous, et je l'ai fait aussi. Vous allez dans un magasin, chez Darty ou n'importe où, vous voyez un produit qui vous plaît, vous regardez tout de suite sur Internet, il y a le prix moins cher, et vous achetez au moins cher. Bien sûr, tout le monde fait ça. Alors, l'intelligence artificielle, est-ce qu'on peut la mettre dans toutes les entreprises? C'est la question que vous posiez, finalement. Pour moi, à mon sens, non. À votre sens, non. À mon sens, on ne la met pas partout. Je vais vous donner un exemple qui est absolument clair. Par exemple, je parlais dans une conférence à une personne, enfin, un polytechnicien, un data scientist extrêmement brillant. Je lui disais, non, on ne peut pas la mettre partout. Bah, a priori, si on peut la mettre partout, écoutez, parlons du tailleur de diamant. Voilà. La taille de diamant, des grands spécialistes qui sont donc en Belgique, à Anvers, qui sont à Tel Aviv, où j'étais d'ailleurs. Oui, parce qu'il n'y en a plus beaucoup en France. Il y a un savoir-faire qui se perd aussi. Hein. Sur la taille de diamant, qui donne toute la valeur au diamant. Eh bien, avant qu'une entreprise, je ne parle même pas de Beers, mais une entreprise investisse des millions d'euros ou de dollars pour un robot et qu'il ait la connaissance de la taille, je veux vous dire, en termes d'investissement, parce qu'il faut aussi réagir, et toujours réagir en retour sur investissement, c'est pas encore demain la veille. Donc il y a des métiers, les métiers de cœur et de main. Donc ce que vous voulez dire, c'est que les métiers manuels de type artisanaux, c'est pas possible. Évidemment, parce que l'effet humain restera fondamental et on ne peut pas comparer, et je dis encore, et je l'affirme que l'intelligence artificielle devra rester complémentaire de l'intelligence humaine et qu'elle n'est pas prête encore de la rejoindre. Jean Spiry. Non, juste pour rebondir sur ce que vient de dire Michel, en effet, la plupart des études, et notamment celle du MIT, montrent que les métiers qui sont les plus protégés sont ceux situés, j'allais dire, soit les métiers très manuels, soit les métiers très créatifs artistiques, et très intellectuels. Oui. Voilà, ça c'est vraiment les 2 parties qui seront les plus protégées par la vague de l'intelligence artificielle. Et donc c'est sûrement, là encore, à prendre en compte dans nos plans de formation. Moi je voulais revenir 2 secondes, parce qu'on a parlé d'éthique, et de façon très intéressante de l'éthique dans l'entreprise. Chose qu'on aborde rarement, on a toujours l'impression que les entreprises n'ont pas de questionnement éthique, elles sont bourrées en permanence de questionnement éthique, bien évidemment, mais aussi revenir un peu sur l'éthique de manière générale pour la société. Mon voisin a fondé un incubateur d'intelligence artificielle, et je trouve que c'est vraiment une super initiative. Moi je suis frappé, là je prends ma casquette de président d'association dans le domaine de la santé, par le nombre de jeunes qui montent des startups avec de l'intelligence artificielle, dans le domaine de la santé, de la prévention santé, de l'économie sociale et solidaire, qui ne trouvent pas forcément de modèle économique, parce que justement quand on s'occupe du bien public, voilà, c'est souvent l'État qui devrait être partie prenante du modèle économique. Et là, je pense qu'on a un champ aussi à stimuler qui est absolument incroyable pour la société. Donc voyons-le aussi de manière positive, soutenons les étudiants qui veulent se lancer dans ces projets et voyons ce que ça peut apporter, encore une fois, en positif. Plus largement sur la question de l'éthique globale pour une société. J'ai coécrit un livre avec Violaine Chantier-Drip sur le modèle numérique estonien. Il s'appelle Demain tous estoniens. Et pourquoi il est particulièrement intéressant? Parce que justement, c'est un des pays qui est le plus en avance sur le questionnement, sur l'éthique et sur la réglementation, la régulation de l'intelligence artificielle. Par exemple, vous avez déjà une législation pour les véhicules autonomes, puisqu'ils ont testé un bus autonome à Tallinn. Vous en avez pour les robots livreurs dans les rues. Vous en avez pour tout un tas de domaines. Et surtout, l'engagement, quelque part, du monde politique, c'est de dire aux startups, si vous avez besoin que la réglementation bouge, évolue, on vous le fait en 6 mois. On réfléchit, et on réfléchit beaucoup, parce qu'ils réfléchissent beaucoup sur les enjeux éthiques, mais on fait évoluer au fur et à mesure la réglementation pour qu'elle soit proche de l'innovation. Il faudrait qu'on soit capable en France d'avoir ce même degré d'exigence éthique, qu'on n'a pas forcément toujours dans les réflexions publiques sur le numérique, qui sont parfois un peu pauvres, et en même temps ce même type de réactivité, au lieu de parfois se poser la question très, très en retard par rapport à l'évolution de la vie réelle des entreprises sur l'évolution du cadre législatif ou réglementaire. Donc je pense qu'il y a un vrai travail politique sur cette question-là et qu'on en est loin dans notre pays et je le regrette profondément. Mais qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse pour changer justement, pour que la réglementation pour qu'on soit plus agile finalement, que l'État soit plus agile? C'est ça que vous voulez nous dire? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Tout à fait. D'abord, l'État a un enjeu énorme de transformation lui-même. Quand on parle d'État en silo, je pense qu'on voit bien les choses.
Là, on se réjouit, vous l'avez dit, il y a des mesures de simplification de l'État, on en a parlé en introduction, qui arrivent. On n'a toujours pas de portail unique de données comme ça existe en Estonie, on n'a pas de carte d'identité numérique qui permet d'accéder à tous ces services, on n'a pas de transparence sur l'utilisation du partage de données. Enfin, il y a énormément de domaines sur lesquels on peut progresser. Mais là encore, sur nos responsables politiques, il y a un manque de culture numérique, il y a un manque d'intérêt pour le sujet, qui est triste. Je vous dis, lisez les interviews de la présidente estonienne, vous verrez ce que c'est un chef d'État qui réfléchit sur l'avenir. Voilà, c'est une question qu'on posera aux hommes politiques qui vont venir nous voir dans les prochaines semaines. Abdelkrim Talaoui, ça vous fait réagir aussi? Oui, tout à fait. C'était juste pour revenir sur le sujet de Michel. Est-ce qu'on peut mettre partout de l'IA? Je ne pense pas que ce soit la bonne question, parce que après c'est le métier, c'est les personnes qui seront là, qui décideront s'il faut en mettre à un moment donné ou pas. C'est quelqu'un qui aura une bonne idée, qui dira ok, j'ai besoin de dire. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des pays, vous parliez de la Chine, où ils sont vraiment en avance, où il y a énormément de produits qui intègrent de l'intelligence artificielle. On parle du serrurier. Le serrurier, aujourd'hui, vous allez en Chine, vous avez des serrures avec de l'IA intégrée, où tout le monde on peut l'ouvrir avec son pouce, on peut donner l'accès aux personnes de sa famille avec son œil, et c'est vendu dans les Leroy Merlin chinois. Hein, vous avez des toilettes, des bidets connectés, etc. Mais c'est la réalité. Oui, c'est vrai. Donc il y a une culture aussi intégrée à des outils, etc. Et là, alors est-ce qu'on pourra mettre partout de l'IA? J'en sais rien, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de produits, et de toute façon, moi je pense que tous les métiers seront impactés, parce que le commercial, moi je suis tailleur de pierre, j'ai envie de vendre mes diamants, j'ai besoin d'un CRM, j'ai besoin de connaître mes clients, donc il y a de l'IA, j'ai besoin de faire mes factures, donc il y aura peut-être de l'IA, donc c'est un sujet où même si notre métier n'est pas impacté, en tout cas tout ce qui nous entoure, le support, sera impacté par des sujets liés à l'intelligence artificielle. Oui, mais il faut... Je parlais de la Michel taille du Selem. diamant, excusez-moi. Je parlais de la taille du diamant. Je ne suis pas expert. Non. Non, mais je parlais pas du reste. Oui, mais on avait bien compris, Pour dire que les métiers voilà. sont Mais pas- oui, mais justement, l'intelligence artificielle, ça n'est ce ne sont que des outils mathématiques ou d'algorithmes programmés par l'homme dans des cas précis. Hein, c'est bien ça que vous disiez, Jacques Abdo, lorsqu'on a débriefé notre émission ce matin. C'est que si on prévoit de réagir dans certains cas, même si on a des millions de données, eh bien, si on n'a pas prévu de faire réagir cette intelligence, cet algorithme dans d'autres cas, il ne pourra pas réagir. C'est bien ça que vous nous disiez tout à l'heure. Oui, tout à fait. Alors, pour rappeler, en fait, l'intelligence artificielle existe depuis longtemps. On en parle de plus en plus parce que les technologies ont changé. Mais l'intelligence artificielle historique, c'est l'intelligence qui est codée. Ça veut dire pour arriver à un comportement, on imite l'intelligence en codant des cas précis. Du style, l'intelligence artificielle, on la trouve surtout, on la trouve souvent dans les jeux vidéo, où il y a l'ordinateur qui essaie d'imiter le comportement d'un homme pour lui créer un adversaire à sa hauteur. Donc ce comportement de l'intelligence artificielle, il est codé. Il dit dans telle situation je fais ça, dans telle situation je fais autre chose. Donc ça donne une imitation qui est partielle de l'intelligence humaine. Les technologies ont évolué. L'intelligence artificielle aujourd'hui apprend par l'exemple. Ça veut dire on va lui donner un tas de données. Et à partir de ces données-là, on va lui donner des questions et des réponses. Et à partir de ces questions et des réponses, donc les questions sont des données et les réponses sont des données en l'occurrence. Et à partir de ces questions et réponses, l'intelligence artificielle va apprendre. Alors cette intelligence-là, elle a des limites. Alors je donne un exemple sur l'humain. Quand on a un enfant qui prend un jouet, qui le fait tomber, au bout de quelques expérimentations, il a pris conscience de la pesanteur. L'intelligence artificielle ne va pas fonctionner de la même manière. Elle va comprendre qu'il y a un objet qui tombe, mais elle ne prendra pas forcément conscience de la pesanteur. Donc les modèles intelligents qu'on crée aujourd'hui sont dépourvus de conscience, ils sont dépourvus d'initiative. On n'a pas encore des robots qui sont capables de tenir des conversations avec contexte. Vous voyez très bien les automates qu'on a sur nos téléphones, Siri, OK Google, ces automates-là ne peuvent pas tenir une conversation structurée avec contexte. Non, puis ça ne comprend pas tout de toute façon. Moi, je vois bien, j'essaye, mais ça ne marche pas. Alors, l'intelligence artificielle, du coup, elle est loin de ce qu'on appelle l'intelligence générale. Ça veut dire là où on a une intelligence qui prend conscience de son environnement, qui peut évoluer aussi dans le contexte. Alors, il y a des cas d'utilisation d'intelligence artificielle dans plein de métiers.
ces modèles d'intelligence artificielle ont appris à partir de données qu'on leur a fournies. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on va leur donner des données? Ça veut dire qu'on va leur poser des questions qu'ils n'ont jamais vues. Alors, je prends l'exemple de la voiture autonome. La voiture autonome, avant d'apprendre à prendre un virage, il y a un conducteur qui s'est mis au volant et qui a pris des milliers de virages avant que l'intelligence artificielle comprenne qu'à l'arrivée du virage, il faut tourner. Donc, en quelque sorte, maintenant, pour apprendre à l'intelligence artificielle... D'ailleurs, il s'est passé quelque chose avec la voiture Google. J'ai lu un article dans le journal il y a une année ou deux, où la voiture autonome, ils se sont rendus compte que la voiture autonome ne prend pas en compte les cyclistes sur la route. Donc il aurait fallu partir dans un cycle d'apprentissage qui est long, des milliers d'heures de conduite, en présence de cyclistes, pour que la voiture autonome puisse se rendre compte de tous les cas de cyclistes sur la route, pour qu'elle puisse les éviter ou les gérer. Donc, vous voyez, en fait, on voit un peu les limitations. Oui, donc en fait, on est loin du fait que l'intelligence va remplacer l'être humain, l'homme. Heureusement, on a un cerveau et on sait créer, heureusement. Moi, j'avais envie quand même de vous poser une dernière question, parce qu'il nous reste que 3 minutes d'antenne. C'était au niveau du coût, puisqu'on parle quand même de la France et on a, comme disait Michel Sellem, on a 90% de TPE et de PME. Alors, ça coûte combien? Qui peut nous donner des fourchettes? Qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà rien que l'audit, de savoir, il faut commencer par un audit, j'imagine, pour savoir ce qu'il faut mettre en place. Alors, combien ça coûte un audit en moyenne? L'intelligence artificielle n'est pas un produit. On développe en fait l'intelligence artificielle pour optimiser un processus d'entreprise bien particulier. Alors, par quoi on commence? On commence par comprendre qu'est-ce qu'on veut optimiser. Qu'est-ce qui ne marche pas dans un processus d'entreprise aujourd'hui? Qu'est-ce qui ne marche pas bien? C'est la question qu'on pose. Et à partir de là, de quelles données vous disposez qui nous aideront à résoudre ce problème-là? Et là, on mène une expérimentation, et avec cette expérimentation... Alors, hors de grandeur, combien ça coûte? Il y a la phase d'études préalable, ça coûte quelques jours, une vingtaine de jours peut-être, pour comprendre un peu le métier, pour comprendre les objectifs à atteindre. Ensuite, il y a une phase d'implémentation qui est la plus longue. Ça dépend des entreprises. Si on veut collecter les données et commencer à les utiliser dans une entreprise qui n'a pas suffisamment de maturité, ça veut dire l'entreprise, si elle ne sait pas déjà utiliser ces données existantes, alors on aura beaucoup de mal, ça va coûter beaucoup d'argent. Mais les entreprises qui ont déjà la culture de la donnée, qui ont déjà nettoyé leurs données, cassé les silos, comme on a dit tout à l'heure, c'est des entreprises qui vont avoir beaucoup plus de facilité et l'intelligence artificielle va leur coûter de moins en moins cher. Voilà, donc... Alors je donne un titre d'exemple. Un projet sur la prévision des ventes pour une entreprise qui sait déjà gérer ces données, ça coûte une trentaine de jours, donc 30 jours hommes pour arriver à un modèle qui est capable de tenir la route et d'aller en production. Merci Jacques Abdo. Abdel Talaoui. Oui, alors combien ça coûte? En fait, nous, ce que j'ai dit au préambule, c'est que tout à l'heure, c'est qu'on n'est pas capable de répondre à tous les cas d'usage. Donc effectivement, c'est soit une étude spécifique pour un cas d'usage et c'est du jour 1. Et pour pallier à ça, soit il y a des startups qui sont monoproduits et qui ont des produits qui intègrent, si on fait du recrutement par exemple, des algos d'intelligence artificielle. Donc ça ne sera pas la peine d'aller acheter ou de développer son propre algorithme, mais plutôt d'utiliser des produits et des outils qui intègrent ce type de modèle. Par contre, c'est pour ça qu'on a décidé de faire un incubateur, une pépinière, c'est que pour pouvoir embarquer, nous, dans nos plateformes Big Data et dans les plateformes qu'on met à disposition, un maximum de projets intégrant ces monoproduits pour avoir une palette de modèles de data science assez riche. Voilà. Merci beaucoup Abdelkrim Talaoui. Michel Sellem pour conclure. Pour conclure, je rejoins ce que disent nos amis. 10 secondes, oui. Sur l'impérieuse obligation qu'il y a à se pencher sur cette problématique d'information par rapport à une technologie qui est exponentielle et par rapport à notre système d'éducation qui est très à la ramasse, qui est très en retard. Voilà. Donc il faut changer notre manière de penser, on a bien compris. Candice Lafosse. Alors moi, je voulais juste répondre à la question combien ça coûte. Nous, on ne réfléchit pas à combien ça coûte, on réfléchit à combien ça va rapporter à l'entreprise d'investir dans l'IA. Parce que l'idée, c'est vraiment qu'à la fin, l'entreprise fasse du bénéfice, parce que toutes les entreprises veulent faire du bénéfice,
et qu'elles puissent avoir vraiment un retour sur investissement. Bah oui, sinon on ne peut pas investir. Si on ne fait pas de bénéfices, on ne peut pas investir. Et c'est quand même le moteur d'une entreprise. Merci à tous pour votre présence. On a quand même bien dégrossi de comment mettre en place de l'intelligence artificielle pour améliorer son entreprise. En tout cas, si vous voulez réécouter cette émission, eh bien, vous allez sur Facebook ou bien sur notre site internet. Merci à tous pour votre présence aujourd'hui. Et vous revenez quand vous voulez. Bonne journée. On vous embrasse et on vous dit à demain. Vous retrouverez Jacqueline Voraz. Merci, au revoir. À demain.